Patrick Sobral, bonjour. Bonjour. Et merci de m'accorder cette interview parce que tu es un homme très occupé et pour cause. J'ai mes occupations en effet. Et pour cause, parce que là j'ai un petit peu fait mes devoirs, j'ai regardé avec grand plaisir, j'ai lu 3 séries différentes sur lesquelles tu travailles de base légendaire. Et pour dresser un portrait succinct de ton œuvre, je dirais que les légendaires ont transcendé des générations de fans, car le premier tome de la saga a vu le jour en août 2004. Le 25 août, exactement. 25 août, quel souvenir mémorable. Et le dernier sorti est l'île de Casimos des légendaires, Odyssée, en octobre 2023, si je ne me trompe pas. Il y a eu d'autres parutions depuis. Depuis, il y a eu d'autres apparitions. C'est quoi le gros dernier bébé? Le gros dernier bébé, que je dise pas de bêtises, oh là là, je me souviens même plus. Je perds le fil. Il y a de quoi? Il y a 7 séries différentes des légendaires. Je sais que la prochaine actualité, ça va être les légendaires Mission, qui sort au mois de mars, qui est l'adaptation en BD du dessin animé de TF1 qui était sorti en 2017. Sinon, la dernière grosse sortie, je crois que c'était les légendaires Saga 12, qui était de Guillaume Lapère, qui fait la version manga. Des légendaires. D'accord. Alors pour ceux qui auraient vécu dans une grotte et qui ne connaîtraient pas les légendaires, on va refaire un petit récap vite fait. Le pitch de base, c'est qu'en affrontant Dark Hell, qui est leur antagoniste, eh bien ils brisent par mégarde en fait une pierre qui est la pierre magique de Jovenia et qui leur donne une apparence juvénile ainsi qu'à leur monde entier. C'est ça. Et à partir de ce moment-là, ils se mettent en quête, si je ne me trompe pas, de la pierre de Cressia pour briser cette malédiction. Voilà, cette pierre-là ou n'importe quel moyen de redonner au monde dans lequel ils vivent leur apparence d'adulte, puisque non seulement ils sont rajeunis, mais ils sont bloqués à l'âge d'enfant, ce qui fait qu'il n'y a plus de naissance dans ce monde-là, et donc, du coup la population à long terme est condamnée à un monde qui se meurt. Un monde qui se meurt, un monde d'enfants, mais un monde d'enfants qui se meurt. Et du coup, nos héros, autrefois adulés, sont à présent décriés par la population qu'ils étaient censés protéger. Et ils partent en quête d'un moyen d'inverser cette malédiction. Et durant cette quête, ils vont vivre des tas et des tas d'aventures. Et comme la nature a horreur du vide, ils sont remplacés, n'est-ce pas? Ils sont remplacés par d'autres héros. Du coup, ils deviennent un peu has-been. C'est un peu les héros d'une vieille époque révolue. Mais eux se considèrent comme étant toujours vaillants et plein d'entrain pour sauver le monde. Et ils vont le faire à plus d'une reprise d'ailleurs. Et oui, ils vont pas se laisser abattre comme ça. Alors donc on part de base, les légendaires, c'est écrit et dessiné par toi. Ensuite, on passe sur les légendaires origines qui ont été écrits par toi et dessinés par Nadou et Jenny Roy. C'est ça, c'est ça. 2 dessinatrices qui se sont succédées au long de la série. Les origines, il fait un focus sur chaque personnage des légendaires. C'est ça, c'est une série qui est née de l'envie des fans de lire des aventures des légendaires adultes, puisque par le passé, les légendaires étaient des adultes avant d'être rajeunis par magie. Et beaucoup de fans me demandaient, mais quand est-ce qu'on va les voir adultes? Quand est-ce qu'on va les voir adultes? Et moi, le problème, c'est que les faire devenir adultes, pour moi, c'était signifier la fin de la série, puisque c'est le but ultime de la série, de trouver un moyen de redevenir adulte. Donc je dis, si je les montre adultes, ça veut dire que la série est finie. Et du coup, c'est là que j'ai eu l'idée, mais pourquoi pas raconter la formation du groupe des légendaires, du coup, comment ils étaient, ce qu'ils étaient avant d'être légendaires, justement, et du coup, découvrir leurs origines et leur vie d'adulte avant d'être héros. D'où le titre Origine, forcément. Ensuite, nous avons les légendaires, les chroniques de Dark Hell. Il y a eu Parodia, entre temps. Parodia. Alors, ne m'en veux pas, j'aurais peut-être un petit peu mélangé l'arrivée mais au moins, l'important, c'est qu'on les cite toutes. Bien sûr. Donc là, je suis sur les chroniques de Dark Hell, où tu es toujours au scénario, qui est dessiné par Orpheline et Lowenel, pardon. J'accroche totalement leur nom, à elle. Et là, bien sûr, on fait un focus sur l'antagoniste de toujours. Les parodias, qu'est-ce que j'ai pu rire sur les parodias, avec un nombre de références à la minute. Faut avoir ça. Une bonne culture populaire pour comprendre tous les gags, mais oui. Et c'était hilarant, alors, d'où ça te venait ce besoin de faire un petit focus rire en fait? En fait, les légendaires devenaient une série de plus en plus sérieuse, puisque la série principale, au fur et à mesure des tomes,
un peu à la manière d'un Harry Potter, vers des histoires de plus en plus sombres où on laisse de côté un peu la comédie. La série Origine, c'est pas la grande éclate non plus, hein, c'est des histoires assez sombres et dramatiques. Et du coup, je sentais que je perdais un petit peu le fil humoristique de la série, qui était l'un des éléments fondateurs de l'univers des légendaires. Et c'est là que j'ai eu l'idée de faire une série qui ne serait pas du tout prise au sérieux, qui serait presque l'antithèse de ce qu'est devenu les légendaires, en proposant qu'une série de gags, de sketchs complètement délirant, non-sens, et dans lequel on pourrait justement se faire croiser des univers venant de Disney, de Star Wars, de Terminator, Retour vers le futur, et j'en passe. Tout ça mélangé dans l'univers des légendaires, où même les auteurs eux-mêmes s'auto-parodient dedans, puisque j'y apparais, ainsi que les autres auteurs des différentes séries des légendaires, en tant que personnages secondaires. Maître Pamplemousse. Maître Pamplemousse, c'est ça. Du coup, je me dépeins en despote, manipulateur et diabolique, qui n'est là que pour faire du fric, et du coup... Sans valeur, sans rien. Ah non, mais absolument rien. C'est la pire des personnes, mais en le rendant drôle et attachant. Ah oui, complètement, ça me fait beaucoup rire. Et du coup, qui est-ce qui s'y colle pour tout? C'est un travail de groupe ou c'est toi qui trouves tous les sketchs? Alors, pour Parodia, on se partage la tâche avec Jessica Young, donc la dessinatrice. En fait, c'est pas tant qu'on se partage le nombre de sketchs, qu'on se partage les moments du sketch. C'est-à-dire qu'elle a le chic pour trouver les bonnes idées de départ du sketch, la thématique, et moi j'ai plutôt le chic de trouver la chute finale qui va amener la conclusion du sketch en question. Donc on fonctionne plutôt comme ça. Non mais c'est une effervescence non-stop, parce que vu le nombre de sketchs qu'il y a dans chaque album... Oui, une trentaine à chaque fois, on en est déjà à 6 tomes, 7 tomes, voilà. Vache. Donc ça en fait quelques-uns, mais on trouve toujours des idées. Enfin, du moins, elle trouve bien les idées. Waouh, vous carburez à quoi, au Red Bull? Je sais pas, faudra lui poser la question. Je sais qu'elle est très théine. Théine, ça marche aussi. Alors là, cette fois, quelque chose qui me parle bien, parce que moi, je suis spécialiste du manga. Et les légendaires sagas, où tu es toujours au scénario, et cette fois c'est Guillaume Lapère qui est au dessin avec le soutien d'Alexandre Desmacias. Donc une version manga qui reprend l'histoire originale. Est-ce que toi, Patrick, tu es fan de manga aussi? Je lis quasiment que ça en fait. Ah ouais? Je suis passé de mon enfance avec une période comics au manga. Ah donc ouais. en fait j'ai très peu lu de BD franco-belge, j'y connais très peu, alors que je suis pourtant dans le milieu, c'est fou. Non, moi, mes credos, ça a été le comics et le manga depuis une bonne vingtaine d'années, voire plus. Donc, je peux dire que c'est, de toute façon, l'une de mes sources d'influence premières, c'est les mangas, la japanimation. Hein. Ah. Lorsqu'on regarde les légendaires, on voit tout de suite les références à Dragon Ball, les Chevaliers Zodiac, principalement, qui est mon maître étalon. C'est clairement ça. Puis ensuite, d'autres choses qui viennent de la pop culture, le jeu vidéo, le manga, la BD, la littérature, le dessin animé, séries télé, films, cinéma, mais principalement quand même tout l'univers pop culture japonaise. Ouais. Si tu devais sauver du feu une de tes séries manga, ce serait laquelle? Ce serait les Chevaliers du Zodiac. L'animé, j'entends. Le manga, je suis moins fan. Oui. Graphiquement, c'est assez particulier. Il y a eu de l'évolution. Voilà. Mais le style de Shingo Araki, justement, le caractère designer des Chevaliers du Zodiac pour le dessin animé, il y a eu un glow-up. Ça a été une révélation quand j'ai vu son visuel, son dessin. Je n'ai plus voulu dessiner que dans ce style-là, au tel point que maintenant, c'est vraiment dans mon ADN. C'est-à-dire que maintenant, je serais même plus capable de dessiner autrement que dans le style manga, tellement j'ai l'impression que ça a été fait pour moi en fin de compte. Je me sens vraiment complété par ce style visuel-là. Et Shingo Araki, malheureusement, j'ai pas eu l'occasion de le rencontrer. Ce monsieur est mort, mais ça restera toujours mon maître spirituel, mon maître Yoda à moi. Il a formé d'autres élèves. Peut-être que tu auras l'occasion un jour. J'ai eu l'occasion de rencontrer son fils et de discuter avec lui lors d'un festival qui faisait une expo sur Shingo Araki. Et il se trouvait que son fils parlait français. Mais non. Et du coup, on a pu se faire en privé, lui et moi, toute l'expo avant l'ouverture de... Extraordinaire, un japonais qui parle français. Et c'était un plaisir de discuter avec lui, parce que du coup, je lui ai dit tout ce que je devais à son père, et lui-même m'a raconté des anecdotes sur le travail de son père, sur les Chevaliers du Zodiac et tout ça. C'est incroyable. C'était un grand moment. Ah ouais, quel souvenir. Ah, génial. Bon, allez, on est obligé de continuer. Allez, parce que c'est un lore foisonnant. Hein. On a les Légendaires Stories. Donc, tu es au scénario, il y a Jessica Young qui dessine. En fait, chaque album est fait par un auteur différent. Exactement, c'est un travail c'est Jessica qui est aussi au scénario, si j'ai bien compris. D'un tome. Fait, chaque tome de la série Stories
est dessiné et scénarisé par un auteur différent. C'est ça, c'est un travail collégial et tu mets à l'honneur les personnages secondaires. C'est ça. C'est un peu le principe de la série Origine, mais pour les personnages secondaires qui sont très populaires. Hein. Ouais, Certains personnages secondaires qui n'apparaissent que le temps d'un album ont leur fanbase. Ouais. Du coup, quand est-ce qu'on verra quand est-ce qu'on se verra Je pense à Toupie, par exemple. Toupie, Samael, Solaris, c'est des personnages extrêmement populaires alors que ce sont des seconds couteaux. Même Lionfeu. Voilà, même Lionfeu, mais lui n'aura pas son tome. Il n'aura pas son tome. Oui, il parle pas. Voilà. Mais voilà, et du coup, je me suis dit, tiens, ce serait intéressant d'agrandir le lore, l'univers des légendaires en montrant ce que sont devenus les personnages secondaires à tel moment ou tel moment de la série principale. Ouais, c'est super sympa, moi je trouve que l'idée est bonne. Ensuite, sur la fin, on a Légendaire Résistance, si je me trompe pas. Donc là, toujours au scénario, Jenny au dessin, et cette fois, on suit les enfants de nos héros qui reprennent le flambeau de la justice 20 ans après. C'est ça, c'est la suite directe de la série principale, mais qui se passe 20 ans plus tard. Donc on a affaire à une nouvelle génération de héros, en l'occurrence les enfants des légendaires, qui prennent le relais de leurs parents qui... Peut-être sont-ils morts, ont-ils disparu, on ne sait pas. Une vie pépouze, voilà. Et du coup, ils font face à un nouveau danger qui est l'arrivée, le retour plutôt des dieux sur Alysia, qui du coup dominent le monde tels des despotes. Et les enfants des légendaires prennent la relève et deviennent les nouveaux héros d'Alysia. C'est quand même beau parce qu'ils calculent pas, ils y vont quoi, ils y vont. Ah oui, complètement, c'est les dignes héritiers de leurs parents. Et ils vivent des aventures que même leurs parents auraient du mal à traverser. Et puis c'est très intéressant de faire ce saut dans le temps, parce que du coup j'y montre également d'autres personnages et qu'est-ce qu'ils sont devenus 20 ans plus tard. Et la trajectoire de certains personnages peut surprendre en fin de compte, comme Toupie, qui était la mignonne petite fille bricoleuse des premiers tomes. On voit dans 20 ans plus tard qu'elle est devenue la chef de la résistance, qui s'oppose aux dieux et qui fabrique des engins de folie pour pouvoir faire face à la technologie divine qui est nettement supérieure à celle des humains. Donc c'est super intéressant. C'est un niveau au-dessus. Hein. On a même le Légendaire Odyssée qui prend la forme d'un livre-jeu. C'est ça. Sur plusieurs tomes. Alors peu, la série s'est terminée parce que malheureusement, j'ai plus le temps de développer ces histoires-là. C'est sympa, l'idée est géniale. Il était bien parce que moi j'ai grandi également avec ces livres dont vous êtes le héros, ces livres interactifs où c'est finalement le lecteur qui décide de la trajectoire, des choix du personnage principal. Et je trouvais ça intéressant de l'adapter à l'univers des légendaires. Et on a fait 2-3 tomes comme ça avec Laurine, donc la romancière, qui a eu la lourde charge de mettre en exercice les histoires que je composais pour ce format-là. Ce côté un petit peu jeu, l'univers des légendaires s'y prête bien parce que c'est très RPG, très jeu vidéo, tout ça, très jeu d'aventure. Et du coup, ça se prêtait bien à ce genre de format, mais qui malheureusement a dû s'arrêter faute de temps de le développer. En tout cas, une série principale, 7 spin-offs. Pour moi, c'est du jamais vu à ma connaissance, parce que j'ai pas souvenir dans la BD française. Même les Lanfeust, c'est pas autant. Je pense que c'est le plus proche, peut-être. Ouais, c'est ce que je pensais. En termes de séries avec ses dérivés, mais peut-être. J'ai jamais pris la peine d'enquêter. Mon but n'étant pas de battre un record. Non, et puis tu es suffisamment occupé. Donc un Patrick Sobral aux manettes de chaque projet, qui arrive sans cesse à surfer sur la vague créative. Et il y a eu les légendaires missions. Et les missions. Et on les a oubliés ceux-là parce qui est là. Alors pour le coup, c'est là celle où j'interviens le moins, puisque les scénarios sont ceux du dessin animé de TF1 qui était sorti en 2017, et du coup c'est dessiné par Guillaume Lapère, par Philippe Cardona, excusez-moi, je commence à les mélanger, et Florence Torta, et qui du coup reprennent les histoires du dessin animé, mais en les améliorant un petit peu, justement pour toutes les petites choses qui pour moi méritaient d'être améliorées lors parce qu'il y a 26 épisodes, 26 épisodes, on les fera pas déjà tous, parce que je ne veux pas adapter les épisodes que j'aime le moins. C'est vraiment une sorte de sélection des épisodes. Donc tu fais plus un focus, Oui, je lise, je corrige certains passages, je les améliore, et c'est, on va dire, c'est 2.0, on va dire, de la série animée. Ok.
J'en étais où? Je suis perdue dans ma petite interview. Tu faisais le bilan des 7 spin-offs. Je faisais le bilan. On a un manga. Alors attends, on a un manga, un livre dont on est le héros, un animé, un jeu de rôle, un site internet, des timbres. Oui. Et enfin. Jeux de société, escape game. Je suis perdue tellement. Il y a eu des figurines également. Donc tout un tas de choses. On n'a pas encore fait le tour de tout ce qu'on peut faire. Là actuellement, on peut jouer au légendaire sur Roblox également, en jeu vidéo, ainsi que Evolucraft, en parallèle du film, puisque ce sont des jeux adaptés du film. Oui. Et puis on espère bien, à un moment donné, entrer dans la cour des grands avec des jeux consoles. Ce serait trop chouette. Ça serait bien. Ce serait trop chouette. Et alors du coup, enfin, les légendaires sur grand écran. Eh oui. Et pourtant, c'était une aventure que tu as écrite au fur et à mesure, au feeling, en fait, ce que tu disais. Pour le film Pour le légendaire. Le légendaire, oui, c'est ça. Qui aurait pensé, lorsque j'ai commencé cette série, déjà qu'elle allait marcher, mais qu'en plus elle deviendrait une telle référence 20 ans plus tard, même encore, avec autant de séries dérivées, avec un univers qui s'étend et qui est très loin d'être achevé. Je pense qu'on est très loin d'avoir fait le tour de cet univers-là. J'aurais jamais deviné aussi. Et tout ça, c'est venu très progressivement. Oui. Donc c'est vrai que j'ai eu la possibilité de m'adapter au succès de la série. Oui. C'est pas quelque chose qui m'est arrivé telle une avalanche et qui m'aurait tétanisé si j'avais su à l'époque ce que ça allait devenir. Non, j'ai eu la patience de gérer ce succès et de m'entourer justement des artistes qui m'aident à étoffer cet univers-là. Donc de le faire fructifier tranquillement. Ah oui, complètement. Ouais, tranquillement, super, de le faire maturer. Justement, est-ce que ce sont tes différentes collaborations qui t'ont porté tout le long ? Pas au début parce que j'étais un peu seul aux commandes. Voilà. Maintenant que la série principale que j'avais fait tout seul est terminée, oui, tout le reste, je le dois complètement à mes collaborateurs, puisque sans eux, il n'y aurait pas tous ces spin-offs et surtout, il n'y aurait pas toute cette diversité graphique, scénaristique. On reste toujours dans le même temps parce que je reste au scénario des séries principales, mais je me suis entouré d'artistes qui ont chacun leurs pattes, leur sensibilité, même si on a tous un petit peu ce fond Club Dorothée en commun, où on a tous ces influences manga. Voilà, j'aurais pas confié un légendaire au dessinateur de Gaston Lagaffe, par exemple, vous voyez. Oui. Donc il faut quand même une certaine continuité dans l'univers, mais à chaque fois, je me suis entouré de gens dont j'admirais le travail, tout simplement, qu'ils soient amateurs ou professionnels, et dont je savais qu'ils allaient pouvoir apporter quelque chose de plus à cet univers-là dont j'aurais pas été moi-même capable. Est-ce que ça a toujours été simple de partager ton bébé avec d'autres artistes ou pas ? Oui, à partir du moment où on s'entendait bien sur le rôle de chacun. D'accord. Il était très important que les artistes que je recrutais, c'était pas forcément le mot, mais dont je m'entourais, comprennent que j'allais rester aux commandes. Il ne s'agissait pas de leur confier les légendaires et de leur dire fais ce que tu veux avec cet univers-là. Il était très important que tout s'incorpore et tout il y a une certaine homogénéité. Donc c'est l'une des premières choses qu'il fallait poser sur la table. Oui, c'est genre, carré. Voilà, tu pourras proposer des choses, mais tu ne pourras que proposer. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le code final, c'est moi qui décide. Maître Pamplemousse, reste aux manettes. Donc des fois, certaines scènes ont été modifiées parce que les artistes disaient je le sens mieux comme ci, je le sens mieux comme ça. Et à partir du moment où on me l'argumente, moi, il n'y a aucun souci. Tu voyais la pertinence. Oui, voilà, exactement. À partir du moment où, en effet, ça tenait et que moi, ça gênait pas ma narration, hop, j'acceptais. Mais de manière générale, quand même, j'ai une ligne directrice assez claire, assez nette. C'est pour ça qu'en général, je leur fournis, en plus de l'histoire, tout ce qui va les aider. Il va y avoir tout le storyboard très détaillé. Ah oui, tu fais un storyboard. Oui, je fais même du crayonné, on va dire. C'est vraiment très détaillé. Je passe 2-3 mois par série. Je leur fournis tout le chara-design, des fois en couleur, pour que la coloriste ait également les modèles couleurs et tout ça. Donc, en fin de compte, toute la documentation aussi, parce que des fois, je m'attarde pas sur les décors, mais je leur fournis des visuels. Voilà, ça, c'est ce genre de décor que je voudrais dans telle ou telle scène. Donc, on pourrait croire que ça les bride parce qu'il n'y a pas trop de parties créatives, mais en fait ça les arrange pas mal parce qu'en fin de compte ils n'ont pas toute la partie recherche à faire, ils ont déjà le découpage sous les yeux, ils n'ont entre guillemets plus qu'à le refaire avec leur style graphique. Ouais, c'est ça. Après certains me demandent est-ce que je peux un peu chara-designer tel ou tel personnage, et je dis oui, du moment que tu restes dans les lignes de modèles que je t'ai envoyé, tu peux. Donc c'est une question un peu d'équilibre aussi, on peut concilier les deux, mais au final je reste
le chef d'orchestre, on Bien va dire, sûr. voilà. Et après, au final, au bout de tant de mois ou d'années de partenariat, je pense que chacun sait comment il travaille. Et du Oui, coup, puis j'ai pas fait appel non plus à n'importe qui. Voilà, Pour la plupart, c'était des auteurs confirmés que je connaissais déjà très bien, dont certains étaient même déjà mes amis. Et je savais leur sérieux déjà. Je savais que j'allais pas me faire planter en prenant tel ou tel illustrateur. Des fois, on a des mauvaises surprises, c'est possible. oui, malheureusement. J'ai déjà dû me séparer de certains artistes parce que ça ne collait plus entre nous. Et puis voilà, faut passer à autre chose et faire évoluer la série comme ça. C'est toujours des moments durs à vivre, mais ça arrive. Hein, c'est comme dans n'importe quel métier. On n'est pas forcément amis avec tout le monde. Ce qui est important, c'est d'avoir une méthode et de rester professionnel. On n'est pas obligé d'être amis, mais il faut qu'on ait une bonne entente suffisante pour pouvoir assurer le travail. Quoi, oui, parce que la vision artistique est importante. Donc, oui, complètement. Aujourd'hui, hormis ta série de base des légendaires que tu as créée, tu te sens émotionnellement le plus proche de quelle série, de quel spin-off ? Déjà, ça sera la série principale qui, pour moi, est la plus personnelle parce que c'est celle que j'ai menée de bout en bout, quasiment tout seul. Il n'y a que pour les 2 derniers tomes où je me suis fait aider un peu pour la couleur. Donc, c'est une série où je sais que je ne la dois qu'à moi, entre guillemets. Donc, il y a quand même un petit sentiment de fierté personnelle à avoir mené la barque pendant 23 tomes et de se dire je le dois à personne, ou plus ou moins, parce que c'est finalement les lecteurs qui décident si telle série marche ou pas. Après, sur les différents spin-offs, j'aurais du mal à dire. À différents moments, ça a été telle ou telle série. Je pense qu'actuellement, c'est Résistance, parce que c'est la suite directe de la série principale. Résistance, en Lala. Voilà, qui est là-bas, qui est en bout, voilà. Qui est la suite directe, du coup, c'est Les Enfants des Légendaires, donc du coup, c'est les enfants de mes enfants. Donc c'est sans doute celle où j'ai le plus l'impression que c'est ma série, même si c'est pas moi qui la dessine. Et maintenant, le long métrage. Aujourd'hui, c'est une séance parisienne inédite au 7 Batignolles Pâté qui nous a mené à cette interview exceptionnelle. On y rencontre Guillaume Yvernel, le réalisateur du film. Bien sûr. La production est franco-belge avec une collaboration. J'ai noté que c'était une collaboration active avec l'école de cinéma Aïcar. Donc j'ai trouvé ça super sympa de faire participer des étudiants en cinéma. Oui, ils ont participé à différents événements, comme un événement cosplay notamment, où Slaphone, la cosplayeuse officielle des Légendaires, était venue et il lui avait prévu tout un ensemble, un costume qui a été fait et tout ça. Ils ont également fait une affiche gigantesque sur la façade de leurs locaux. Oui, je vais le mettre sur la vidéo qui est complètement hallucinante. Non, c'était plein de belles rencontres et plein de collaborations très enrichissantes, cette expérience-là. Très différente de celle de la BD, très stimulante. Hein. C'est quelque chose d'assez effrayant par moments aussi. Ah bon ? Oui, parce que on passe, tout à l'heure je parlais de la cour des grands, mais là on est vraiment dans la cour des grands, c'est-à-dire qu'on fait, c'est pour le cinéma, ça demande des gros moyens, des gros budgets, ça demande des professionnels dans chaque corps de métier, que ce soit dans le chara-design, dans l'animation, dans le sonore, la musique. Cécile Corbel qui a composé la musique du film, qui a composé il y a quelques années celle d'Arietti, bien sûr. Le Petit Monde des Chapardeurs. C'est comme ça que je l'ai connu, on a sympathisé, on est devenus amis, et lorsque s'est présenté le film, j'ai demandé à Cécile, est-ce que ça te dirait de composer une chanson pour le film comme ça, en espérant pas mieux. Mais il se trouve qu'en fait, le réalisateur Guillaume Yvernel était déjà très fan de Cécile Corbel. Et lui, il m'a dit, mais ça fait des années que je veux bosser avec elle. Quand j'ai proposé ça, et ça a tellement bien matché entre eux qu'elle a finalement fait toute la BO du film. C'est trop génial. Il a fait un boulot incroyable. Et comme dirait Guillaume lui-même, en fait, ce film, ça a été une concordance des planètes à plein de niveaux. C'est-à-dire qu'au bon moment sont arrivées les bonnes personnes. Une alchimie totale. Qui ont fait que tout ça a pu prendre forme. Ça n'a pas été facile. Ça a pris des années. Bien sûr. Mais combien de temps 8 ans. Près de 8 ans. Près de 8 ans entre le moment de la signature, le développement, puis il y a eu les années Covid qui n'ont pas aidé.
Quoique, pour le coup, ça a un peu aidé, parce que du coup, ça a permis, le temps que le film était en pause, de retravailler le scénario finalement, et de remettre tout à plat, de repartir sur une histoire plus simple que celle qui était... parce qu'à forcément, on rajoutait des couches, des couches pour améliorer, et finalement, ça devenait un millefeuille un peu indigeste. Donc, au bout d'un moment, on s'est dit, on va tout remettre à plat, et les scénaristes, donc Antoine Chomsky et Hélène Grémillon, ont tout remis à plat, et ont élaboré une histoire qui repartait de zéro, mais qui du coup est celle qu'il fallait et qu'on peut découvrir en salle. D'accord. Alors attends, je voulais parler aussi du studio 2 minutes qui est situé à Angoulême, mais aussi j'ai vu un truc pas possible. Il est situé aussi, il a des antennes en Chine, au Canada et à la Réunion. Alors j'étais pas au courant pour la Chine. Incroyable. Et qui a basé sa réalisation sur le logiciel de jeu vidéo Unreal, offrant de multiples détails. Exactement. En fait, c'est l'une des choses qui a pu amener le film là où il est, c'est qu'on disposait pas des budgets américains qui sont souvent de 80, 100 millions de dollars. Nous, avec nos petits, entre guillemets, 18 millions, on faisait pas le figure. Mais c'est vrai que par contre, on avait de grosses ambitions visuelles, graphiques pour ce film-là, pour être à la hauteur de la BD et voire même la dépasser. Et du coup, ça n'a été possible que justement... qu'en passant par ce moteur 3D Unreal Engine, qui est celui que les concepteurs de jeux vidéo utilisent pour les consoles nouvelle génération. Et du coup, ça a permis un gain de temps, d'argent phénoménal, qui a permis de faire pour 18 millions un film qui aurait dû nécessiter 40 ou 45 millions. Ça a permis de faire des choses, ce qu'on appelle en temps réel également. C'est d'avoir le rendu tout de suite sur écran, des modifications qu'on voit, alors que dans la 3D traditionnelle, en général, c'est des jours et des semaines de calcul pour obtenir le résultat final. Et là, on pouvait presque voir en temps réel ce qu'on était en train d'animer comme si c'était du live, en fait. C'est génial. Et ça a permis justement de débloquer plein de choses qu'on ne pouvait pas s'autoriser à faire en raison des limitations du budget. Moi, j'avais vu, pour donner un exemple, j'avais vu une séquence sur Jadina, sur, il me semble, c'est pas Shaimi, je crois que c'est Jadina, et sur ses chaussures en peau de crocodile, et on voit... Alors pour le coup, c'est chimie. C'est chimie. C'est chimie. Alors c'est chimie, et on voyait les détails de sa. C'est ça, de quand ses on chaussures. regarde bien, quand on peut zoomer, si on peut zoomer sur les détails des personnages, c'est incroyable. On voit les coutures, on voit l'usure du tissu. C'est incroyable. En fait, on sent que cet univers-là a vécu. La maison de Danaël qu'on découvre en début de film, on voit du bois usé par les fermetures, ouvertures des tiroirs, ce genre de choses. On voit que tout a une vie en fin de compte. Un peu à la manière, ils avaient très réussi ça pour la série Game of Thrones, où pour les décors, ils avaient donné cet effet de vétusté, voilà, que tout avait été usé et reusé au fur et à mesure du temps. Et c'est quelque chose qu'on ressent beaucoup dans l'univers des légendaires, que c'est un univers qui a vécu et qui vit, quoi. J'ai trouvé ça génial, ce détail, en fait, sur le long métrage. Comme tu disais, c'était une histoire inédite dans un environnement familier, toujours avec cette capacité remarquable à se renouveler sans perdre des fans. C'est le but, c'était même le challenge du film, c'est-à-dire à la fois contenter les fans et à la fois conquérir un public qui ne connaît pas forcément les légendaires, parce que les légendaires, le film, on le veut à vocation internationale, on espère qu'un maximum de pays vont le découvrir, mais on sait également que dans ces pays-là, les légendaires, c'est complètement inconnu, c'est un succès purement francophone, dès que c'est traduit, c'est quasiment inconnu, ça ne prend pas, on ne sait pas pourquoi, mais la BD ne prend pas à l'étranger. Ah oui. Et du coup, il fallait que le film soit compréhensible pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas du tout la BD. Et du coup, le challenge a été vraiment de trouver cette histoire-là, qui est une sorte de reboot, une refonte de l'univers des légendaires. C'est-à-dire qu'on repart à zéro, l'introduction est la même, mais on part sur une nouvelle aventure. Du coup, pour les fans, ça leur offre une aventure inédite, qu'ils ne connaissent pas, même s'ils connaissent les bases, les fondements de la série. Et pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout l'univers des légendaires, c'est une introduction à cet univers-là. Et du coup, il découvre un tout nouvel univers. Oh, c'est génial, je trouve ça cool. Ta maison d'édition, Delcourt Tonkam, t'as été fidèle depuis le premier album des Légendaires. Est-ce que tu as une anecdote les concernant ? Une anecdote, déjà le fait qu'ils aient été les premiers à en croire à ma série. Oui. Mais surtout à un moment donné où moi-même j'y croyais pas, parce que lorsque j'ai commencé à démarcher les éditeurs pour publier mes BD, je voulais pas du tout faire de la BD jeunesse, je voulais faire de la BD d'horreur. Oui, j'avais vu passer ça. Et du coup, c'est vrai que c'est parce que tous mes projets adultes, donc d'horreur, ont été refusés par les éditeurs, que j'ai tenté le secteur jeunesse. Sauf que pour moi, j'y connaissais rien du tout. Je savais pas faire de l'humour, je savais pas faire des dessins mignons, tout ça. Et donc, la première chose qui m'est passée par la tête comme idée, ça a été les légendaires.
Mais sur le coup, je trouvais ça nul. Je trouvais ça vraiment très mauvais, mais j'avais pas d'autres idées à proposer. Et quand j'ai envoyé ça aux éditeurs, dans ma tête, c'était genre, bon, maintenant, il faut que je passe à un autre projet, parce que personne va en vouloir. Et quand l'éditeur m'a contacté pour me dire, votre projet nous intéresse, est-ce que vous pouvez monter à Paris pour qu'on en discute ? Je suis monté à Paris, mais sans savoir quoi dire, parce que j'avais rien prévu au-delà des 10 pages que je leur avais envoyées. Oui. Pour moi, c'était pas une série en devenir. Pour moi, c'était pas quelque chose que j'avais prévu. Presque un one-shot, en fait, tu penses à un one-shot ? Même pas un one-shot, j'ai tout improvisé, les 10 pages que j'ai envoyées, je savais pas ce qui allait se passer la page suivante. Et pour moi, j'ai pas du tout pensé ça en termes d'histoire, j'ai vraiment genre, je propose un truc, et puis la limite, c'était plus pour montrer aux acédiques que je démarchais que par conviction. Et c'est vrai que du coup, quand j'ai rencontré l'éditeur, Guy Delcourt, et qu'il a commencé à me poser des questions sur ma série, qui pour moi n'en était pas une, il a commencé à me poser des questions, mais je n'avais aucune réponse. Il me demandait, mais alors tes histoires, ça sera en un seul tome, ça sera en plusieurs tomes ? Je dis, comment tu t'en es sorti ? Je sais pas, mais ce sera des diptyques, ce sera des histoires courtes, je sais pas. Mais qu'est-ce qui va se passer là après les 10 pages ? Je sais pas. J'ai répondu, je sais pas, à toutes les questions qu'il me posait. Wow. Et dans ma tête, j'étais en train de me dire, ils doivent me prendre pour un rigolo. Ils vont me foutre un coup de pied au cul en dehors du bureau et je serais grillé. Comme la gaffe, tu sais. Ouais, je serais grillé chez Delcourt. Et puis à la fin de cet entretien, qui pour moi était le pire entretien d'embauche de ma vie, l'éditeur me dit, va dans la salle d'à côté, il y a ton contrat, lis-le, signe-le. Mais non, génial. Et voilà, et du coup je me suis retrouvé à signer pour une série que j'avais pas du tout prévu de faire. Et après je me suis dit, maintenant il faut que je fasse ça. C'est le destin. Et pendant 4 tomes, j'étais à tâtons absolu, je savais pas où j'allais, je maîtrisais pas du tout mon univers. Je trouve mes premiers tomes extrêmement maladroits parce que ça sentait l'amateurisme. T'étais en rodage. Ah mais complètement, j'ai appris sur le tas, vraiment à faire mes BD. Et c'est vraiment au bout de 4-5 tomes que j'ai commencé à me dire, finalement c'est sympa parce que cet univers-là, il y a des choses à faire. Alors qu'au départ je me disais juste, ça va mettre le pied à l'étrier. Il fallait que tu l'appropries en fait. Mais en général les auteurs quand ils proposent un projet, ils l'ont en eux depuis longtemps, ils savent déjà ce qu'ils veulent faire. Alors que moi, j'étais en mode... qu'est-ce que je vais faire de ça quoi. Et quand je parle de ça à mes confrères auteurs, ils ont envie de me casser la gueule parce que ils ont des univers qu'ils défendent depuis des années et qu'ils n'arrivent pas forcément à faire vivre, à être publiés. Puis moi qui improvise le truc comme si je laissais mes chaussures et ça fait tilt quoi. En même temps, je trouve ça rafraîchissant. Ouais, mais heureusement que j'ai pas eu cette pression-là finalement de me dire que ça allait être la série de ma vie parce que j'y croyais pas un instant à ce moment-là quoi. Ouais, complètement. Maintenant, du coup, que dirait le Patrick d'aujourd'hui à celui d'hier ? Qu'il a bien fait de se remettre en question. Parce que c'est vrai que je m'étais vraiment posé la question si j'étais fait pour faire de la BD jeunesse quand j'ai commencé, tellement je trouvais ça maladroit, les légendaires. Et je pense que je lui dirais aie un peu plus confiance en toi. Ça c'est bien quelque chose que les légendaires m'a appris, c'est de me faire confiance, de faire confiance à mon instinct, parce que pour l'instant il m'a pas trop trompé dans l'univers des légendaires. C'est bien. Oui, t'as beaucoup marché à l'instinct. Chaque fois. Oui. Même encore maintenant, pour les beaucoup des histoires, j'improvise la moitié de ce qui se passe dedans, parce que c'est quelque chose finalement qui m'a réussi quand j'ai commencé les légendaires. Et ça m'évite d'être trop dans le côté je sais tout ce qui va se passer. J'évite de trop penser à l'avance. En général, j'ai pas plus d'un tome d'avance en tête et je vois où mes intuitions me guident. Et du coup, je suis presque mon premier lecteur. Des fois, tu te surprends. Des fois, je me surprends. Des fois, j'ai une idée, genre en pleine nuit. Oh mais c'est trop bien. Je vais faire ça. Et puis voilà, et puis je l'applique, voilà. Tu es comme moi, la nuit tu te réveilles en sursaut et alors, tu as une idée certaines géniale. Idées, au coucher souvent, je suis en train de m'endormir, puis tout à coup mon esprit va commencer à se balader. Quand je réfléchis consciemment, c'est pas là que j'ai mes meilleures idées. Je vais bien réfléchir aux scènes, comment les montrer, le découpage, mais les grandes idées, souvent, elles me viennent vraiment par hasard. Je suis en train de regarder un film, et puis pof, ça va me faire un tilt, ça va déclencher en moi un processus qui va faire que... Mais voilà, c'est ça l'astuce dont j'ai besoin pour aller dans telle ou telle direction. Et j'aime ce côté-là, d'improvisation, d'adrénaline, où tout d'un coup, j'ai la bonne idée, avec un majuscule. Non, je note pas. Je note pas parce que je me dis, si demain je m'en souviens pas, c'est que c'était pas la bonne. T'as bien raison. Alors, on va finir avec les légendaires unis un jour, les légendaires unis toujours, ou un nouvel univers pourrait se profiler un jour prochain,
ou justement, est-ce que cet univers, les légendaires, se suffit à lui-même? Alors, je resterai l'auteur des légendaires quoi qu'il arrive. Je pense que je ferai jamais quelque chose après qui aura une telle importance, mais ça me va. Ça te va? Ça me va de n'être que l'auteur des légendaires. J'aime bien le que. Ouais. Non, ça me va parce que je pense que j'étais fait pour ça. Je pense que j'étais fait pour ça. Et quoi que je proposerai par la suite, mais ça sera jamais d'une telle longueur, d'une telle ampleur, ça restera dans le domaine jeunesse parce que je sais également que je suis fait pour être auteur jeunesse. Tu vois, comme quoi il fallait faire confiance au Patrick de l'époque. Exactement. Ouais, c'est génial. Bon, en tout cas, un grand merci de m'avoir accordé cette interview. Merci à toi. Je voudrais remercier Noël de Bulle de Salon 17 du réseau Canal BD parce que c'est un peu grâce à lui qu'on s'est retrouvés aujourd'hui. Et oui, bah ouais. Et qui a monté un peu tout ça. Donc merci beaucoup à Noël. Merci Noël. Et puis, nous, on va aller à la séance de cinéma, voir ce fameux long métrage, Les Légendaires, le découvrir, de Guillaume Ivernel. Et oui. Et voilà, on est parti.